L'autisme, c'est l'expression ultime des contraintes environnementales. Elle nous a sorti la courbe d'évolution du nombre d'autistes sur une trentaine d'années. Ça suivait l'implantation des antennes de téléphonie. Bienvenue à vous dans notre série d'émissions. Enrichir l'enrichi ou un savoir plus rare que familier vous est transmis rare au point qu'il semble être des pépites d'or issues des profondeurs d'un iceberg. Vous êtes prêts, vous qui nous avez rejoints. Vous êtes prêts à aller dans les profondeurs de l'iceberg. Quel autisme! Vous êtes prêts pour ce voyage hors du familier. Bienvenue dans notre émission Enrich Enrichi, une série d'émissions dont l'objectif est de transformer les perspectives sur l'autisme en fournissant des informations rares mais essentielles pour une compréhension approfondie de l'autisme. Il est important de noter que les fruits de mes recherches m'ont emmené à concevoir l'autisme comme un iceberg. Le sommet représente les informations les plus popularisées sur l'autisme qui ont servi à façonner les perspectives de la majorité d'entre nous. La partie immergée représente ces informations peu connues, voire méconnues, mais cruciales pour une compréhension approfondie de l'autisme. Ces informations servent à illuminer le sommet dans le sens où elles permettent de mieux comprendre les informations qui le constituent. L'émission d'aujourd'hui est la deuxième. Pour la première, j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec professeur Humbert. Les pépites d'or d'informations recueillies lors de cet entretien, intitulé Autisme et parasites, entretien avec professeur Philippe Humbert, sont partagées sur notre chaîne YouTube pour ceux qui souhaiteraient s'enrichir encore et encore. Pour notre émission, notre deuxième émission d'aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir une pépite de personne, Dr Marc-François Payan. Dr Payan, je vous passe le relais afin que vous vous présentiez. Merci. Donc, ça fait 50 ans que je suis médecin. J'ai toujours été quelqu'un de curieux. Ma formation au départ, j'ai été réanimateur dans un service de neurologie et où j'ai passé ma thèse sur les accidents neurologiques des anticoagulants. Puis, quand je suis parti au service militaire en coopération en Afrique du Nord, j'ai découvert une autre médecine et j'ai plus voulu retourner à l'hôpital. Donc, je me suis installé comme généraliste et à partir de là, j'ai commencé, étant curieux, j'ai commencé à me former à d'autres médecines, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie, la phytothérapie, etc. Toute information était bonne et surtout ce qui était très intéressant, c'est chacune de ces spécialités avait une grille de lecture différente qui en fait permettait de cadrer sur le plan diagnostic le malade de façon plus précise qu'avec le seul abord de la médecine clinique classique. Et donc, j'ai découvert mon outil de développement et de travail qui était l'auriculomédecine, c'est-à-dire l'utilisation du pouls de Nogier pour analyser l'environnement électromagnétique et les réactions d'un individu avec son environnement et ses réactions propres. Et en 1988, j'ai créé le département d'auriculothérapie à la faculté de médecine de Paris-Nord, que j'ai dirigé pendant 10 ans avant mon départ en Espagne. Donc là, nous avons fait énormément de recherches. Quand je dirais que j'utilise des reconnexions cérébrales, c'est parce que nous avions mis avec mon équipe des outils au point qui nous permettaient de façon simple de pouvoir rebrancher des zones du cerveau, etc. Voilà. Donc, à côté de ça, j'ai développé une hypersensibilité électromagnétique en 1988 quand j'ai acheté mon premier ordinateur. J'ai trouvé en 1992 la solution avec un système qui à l'époque s'appelait le Techno-AO, qui est des systèmes qui ont des émissions
de basse fréquence à partir de solutions informées et qui permettent de neutraliser l'effet qu'ont les ondes électromagnétiques sur notre organisme. C'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à travailler sur Quinton, donc ça fait un peu plus de 33 ans, et où je me suis intéressé à la nutrition. À côté de ça, ça fait longtemps que je m'intéressais à la douleur et j'ai passé en début 90 le diplôme d'université d'études et de diagnostic et traitement de la douleur. En 98, j'ai passé la capacité. Et donc, en fait, je m'intéressais à la douleur étant un élève et un collaborateur du docteur Jean Seignalé et de son ouvrage majeur, L'alimentation de la troisième médecine. Il aurait dû mettre la première médecine, mais il n'a pas osé. Et euh, j'ai eu j'ai vu arriver des malades chez moi qui étaient des maladies auto-immunes douloureuses qui étaient délaissées parce qu'on ne savait pas les traiter. Hein. Donc, on n'avait pas tous les outils qu'on a actuellement. Donc, la bourse a été toujours des approches de terrain, des analyses de terrain pour obtenir des rémissions. Je prétends pas avoir guéri des malades, prétends les avoir blanchis, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de manifestation de leur maladie. J'ai un exemple qui date de 1988, je m'en souviens comme c'était derrière. J'avais un travailleur agricole de 34 ans mis en invalidité parce qu'il avait eu une polyarthrite rhumatoïde gravissime qui avait été sortie des premiers essais pour les anti-TNF-alpha. Et ce garçon, on ne savait plus quoi faire tellement il avait mal, il pouvait plus rien faire. Il se plaignait toute la journée, donc je l'ai envoyé à signaler, qui m'a dit, écoutez, vous lui laissez un des médicaments qu'il a et vous le mettez au régime sans gluten, sans laitage, et on s'occupe de sa flore intestinale. Conclusion, le gars allait très bien. Je reçois un contrôle, c'est pas une anecdote, hein, c'est le fait que ça m'a fait basculer, que j'ai compris que Signalet avait raison. Le lundi, je reçois le résultat de sa prise de sang de vendredi, vitesse de cimentation 10. Pour quelqu'un qui a une maladie inflammatoire invalidante, c'était très bien. C'est tout à fait normal. Il me téléphone, il me dit, docteur, je sais que vous ne faites pas de visite, mais est-ce que vous pouvez passer à la maison? Je ne peux pas bouger, je suis très mal. Je monte. J'habitais à 5 minutes de la maison et je trouve couché dans le lit complètement en fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, écoutez, comme avec ce que vous m'avez dit de faire, ça fait 2 ans que ça allait bien. Hier, samedi, je suis allé chez des copains, on a mangé une pizza aux 4 fromages. Ah. Oula. J'ai sorti un tube du cartable, j'ai pris une prise de sang, je suis descendu au labo. 3 heures après, il y a la patronne du labo que je connaissais depuis une dizaine d'années qui me dit, Monsieur Paya, qu'est-ce qui se passe là? Il était à 10 vendredi, il est à 188 aujourd'hui, je comprends pas. Et je lui raconte la pizza aux 4 fromages. Silence au bout du fil. Elle me dit, je commence à comprendre pourquoi les malades viennent vous voir et vous avez raison. Voilà. Ça a été comme ça que ça a démarré. Là, j'ai compris que Signalet avait raison, qu'on était en face. On traitait les conséquences sans comprendre pourquoi. Et lui, il avait mis le doigt là-dessus. Alors, il faut bien savoir que Jean Seignalais a été harcelé à l'hôpital et tout parce qu'il avait des résultats, et en particulier par les rhumatologues, alors que c'est lui qui était à l'origine de l'immunorhumatologie, parce que c'est lui qui avait fait la description des groupes HL en rhumatologie dans la foulée de Jean Dossé, prix Nobel. Et donc, c'était pas possible que quelqu'un qui a été un fleuron de la recherche à l'hôpital de Montpellier puisse se retrouver à conseiller des régimes. C'était inconcevable pour beaucoup de médecins. Voilà. Et en fait, il devait prendre sa retraite en 2003. Il était venu me voir en Espagne, on avait longuement travaillé avant la sortie de la 5e édition de son bouquin parce que c'est moi qui lui avais expliqué les modalités de décrassage, puisque lui parlait d'encrassement, mais comme beaucoup de médecins français, ils ne connaissaient pas la matrice extracellulaire, qui est un concept très développé en Allemagne ou en Suisse. C'est moi qui lui ai expliqué ça. Ça venait de mes études que j'avais fait pour comprendre comment fonctionnait le Quinton. Et à partir de là, il me téléphonait, il me dit, je vais ouvrir mon cabinet, je suis content, tout ça. Il a fait un cancer du pancréas, il est parti en 3 semaines. Wow. Ça a été une perte énorme. C'était un savant et ça a été une perte énorme. Voilà. Donc voilà un petit peu. À côté de ça, le monde de la nutrition en étant chez Quinton. J'ai travaillé aussi avec le laboratoire d'un ami pour la mise au point de probiotiques, etc. parce que je connaissais très bien ça en ayant travaillé avec Seignalé.
J'ai travaillé sur les champs électromagnétiques, sur les systèmes de protection. La dernière chose que j'ai faite avant de prendre ma retraite, c'est de suivre un enseignement à travers d'une fondation espagnole à partir de l'Académie américaine de médecine environnementale. Donc j'ai une formation en médecine environnementale et j'ai été le premier médecin français à être admis à l'Académie internationale de médecine environnementale. Voilà. Donc vous comprendrez un petit peu mon abord tout au long de... Voilà. Je suis un petit peu un touche à tout. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas normal, il faut que je comprenne. Et ce côté touche à tout nous est très utile. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à votre présentation? Non, non, je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. D'accord. Souvent, on a des confrères, quand on leur dit quelque chose, ils te disent c'est pas possible. Alors, en France, on te dit c'est pas logique. En Espagne, il y a encore le domaine de la foi, on te dit je n'y crois pas. D'accord. Moi, je suis un pragmatique, je veux toujours voir essayer. Je ne peux pas me permettre de critiquer quelque chose que je ne connais pas Je et n'ai que je n'ai pas. pas essayé. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, super. Donc, à mon tour de me présenter. Me concernant, je suis Maëlle Voine, enseignante chercheuse et consultante spécialisée en autisme. Je suis également la fondatrice de l'entreprise Nefotrui, dont la mission est de soutenir les enfants autistes en aidant leurs parents et professionnels à développer une perspective plus exacte de l'autisme, ainsi qu'en leur permettant de développer les compétences qui sont utiles pour travailler avec les enfants, pour leur permettre de progresser un peu mieux. Une mission qui a vu le jour en raison d'expériences qui se sont déroulées quand j'étais l'enseignante d'une classe d'autistes dans un IME. Alors, des expériences qui m'ont, je dirais qu'elles m'ont bien secouée. 3 de mes élèves qui n'avaient jamais été agressifs auparavant se sont mis à manifester de l'agressivité sans raison apparente. Ici, je parlerai de celui que j'ai surnommé M. Et son exemple devrait servir dans le même temps à mettre en lumière l'importance d'Heinrich enrichi. M était un autiste brillant. Vous l'emmenez dans le parking, vous lui dites quelle est la marque de cette voiture-là, quelle est la marque de celle-là, il vous répond correctement et sans hésitation. En plus, grâce à son père, il avait réussi à atteindre un bon niveau scolaire. Avant de rentrer dans ma classe, il savait déjà lire, écrire et compter. Je n'avais de cesse de dire qu'il faisait partie de ces autistes avec une intelligence fine. Mais depuis quelque temps, il était devenu ce qu'on appelle chez nous un peu embêtant. Il écoutait difficilement et au fur et à mesure, il n'écoutait plus et il avait perdu son engouement pour l'école. À son arrivée dans la classe, que faisait cet enfant-là? Il prenait le tapis de body awareness, il l'ouvrait, s'allongeait à plat ventre. Il restait allongé pendant quelque temps et puis il se tournait sur le dos, il prenait ma main et la plaçait sur son abdomen. Et un jour, il m'a montré des éruptions cutanées au bas de son abdomen. J'ai signalé les éruptions cutanées, mais ce comportement qui était devenu habituel, je l'ai congédié comme étant quelque chose, son petit truc autiste. Et ce fut systématique de ma part. En revanche, la chose qui m'avait frappée, c'était l'agressivité qu'avaient développé ces enfants-là. Les 3, des enfants qui n'avaient jamais été agressifs. Ça m'a marqué. La situation de M et des autres fit l'objet de réunions. La pensée qu'il y avait quelque chose sur laquelle on n'avait pas mis le doigt. Il y a quelque chose. Ça avait commencé à me hanter. Si bien que j'en ai fait un de mes arguments pour empêcher que les enfants justement soient envoyés en psychiatrie parce que c'était aussi la direction que ça prenait. Je leur disais, ils n'appartiennent pas là, il y a quelque chose d'autre, mais en vain. Considérant tout ce que j'ai appris depuis ma dernière vague de recherche, je dirais que mon intuition était correcte. Toutefois, à l'époque, je n'avais pas les arguments suffisants ou pertinents pour être une défendresse de poids pour M et pour les autres.
Je n'ai pas les mots pour exprimer la douleur que j'ai ressentie quand j'ai su que les enfants avaient été envoyés en psychiatrie et encore moins quand j'ai su qu'ils avaient été piqués pour les calmer. Il y a une chose sur laquelle vous n'avez pas mis le doigt, continuez à me hanter. Alors j'ai fait ce que on nous a appris à faire en général, lors de mes études, à aller chercher. Quand nous avons des interrogations, aller chercher. Donc je suis allée chercher. Et cette fois-ci, contrairement aux autres fois, je suis remontée avec des pépites d'information, des pépites d'or d'information, des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Et Dieu seul sait que j'avais participé à de nombreuses formations. D'où la raison d'être dans d'Enrich enrichi. Fournir des pépites d'or d'information afin d'approfondir les connaissances sur TSA, trouble du spectre autistique, pour aider les enfants plus efficacement de façon plus pertinente, mais aussi dans le but de permettre d'affiner capacité d'observation et de questionnement, en plus d'être des voix qui pèsent dans la balance pour les enfants quand il y a besoin. À l'époque, aurais-je eu en ma possession les informations dont je dispose aujourd'hui, je n'aurais pas vu certains comportements, un petit truc autiste, et mon questionnement aurait été tout autre. Par exemple, s'allonger à plat ventre, posture antalgique, me serais-je demandé. Le placement de ma main sur son abdomen, me dit-il qu'il a mal, sachant que Dr. Krisman nous dit que les enfants autistes placent rarement leur propre main sur leur abdomen quand ils ont mal. Éruption cutanée? Est-ce un signe d'inflammation intestinale? Agressivité? Problème gastro-intestinal? Sachant que l'agressivité est l'un des comportements extrêmes manifestés, notamment dans le cas de l'entérocolite associée à l'autisme. Un type d'inflammation que l'on trouve chez les autistes, particulièrement chez les autistes. Nous en avons quelque peu discuté lors de l'émission précédente avec le professeur Imbert. Vous voyez, les connaissances m'auraient emmené à regarder au-delà de l'autisme. J'aurais fortement recommandé la prise d'un rendez-vous médical tout en suggérant des pistes à investiguer, telles que la présence ou non de problèmes gastro-intestinaux. Alors je dirais, comme nous le disons si bien chez nous, prenez ces actions, asseyez-vous pour nous accorder toute votre attention en vue d'enrichir, en vue de vous enrichir comme il se doit, avec les pépites d'or d'information qui sont sur le point d'être partagées par le docteur Paya. Alors, je vais vous donner mon décryptage pour M. D'accord. Donc, en fait, le gluten, et aujourd'hui, on sait tous qu'on a une modification depuis 1960 du blé et des céréales, avec une augmentation du gluten qui permet la panification rapide. Le gluten et la caséine et la bêta-2-globuline du lait, des laitages. La caséine, c'est ce qui permet de faire des fromages. La bêta-2-globuline, c'est une protéine qui change en fonction de l'origine des laits animaux et qui est différente de ce qu'il y a dans le lait de la maman. Donc, ces deux éléments qui sont augmentés ou changés dans un régime peuvent avoir deux effets. Le premier effet, c'est l'effet morphine, et vous vous retrouvez avec des enfants ou des adultes qui sont complètement abrutis, complètement endormis, comme s'ils étaient sevrés, et vous avez l'effet cocaïne qui explique l'agressivité. Donc en fait, vous filez un morceau de fromage avec un morceau de pain au gamin, ce que faisaient beaucoup de mères espagnoles, et le soir, ils avaient mis toute la maison sans dessus-dessous. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. en fait, l'intestin est perméable, on le verra tout à l'heure, et les molécules sont analogues à des neuropeptides qui endorment ou qui excitent. D'accord. Voilà. Ok. D'où l'importance du régime d'exclusion. D'accord. On le verra, l'importance de l'alimentation. Merci beaucoup pour ces pépites d'or d'information. Et ensuite, chez les enfants autistes, c'est difficile à montrer sur une vidéo.
mais quand j'ai fait des formations, il y a une technique qui avait été mise au point euh, par, par le docteur Jaricot, qui était dans le groupe de travail de Noger, qui s'appelle les dermalgies réflexes. Quand on examine un enfant, donc on prend la peau et on fait un pli, on la fait rouler tout doucement, mais sans chercher à faire mal. Chez tous ces enfants qui ont des intolérances alimentaires, la zone qui correspond au point de l'appendicite à droite, donc entre l'ombilique et la crête iliaque, est quelque chose qui est complètement empâté, douloureux, et il suffit de faire rouler la peau tout doucement, et les gosses hurlent, et même les D'accord. adultes. Et de l'autre côté, c'est complètement insensible. Et quand vous trouvez ce signe clinique d'observation, ensuite on pose la main sur la zone qui correspond, c'est comme on enfonce un peu, vous voyez que la jambe se rétracte chez les gosses, et on est sûr qu'il y a une inflammation parce qu'il y a une intolérance et qu'il y a probablement une dysbiose. Et c'est D'accord. là, je déclenche les demandes d'analyse. Les demandes d'analyse. Sinon, D'accord. si j'ai rien à l'examen abdominal, c'est pas la peine. D'accord. Ah. Donc, cette posture antalgique, peut-être, était-ce de la douleur et il essayait d'appliquer un point Absolument, c'est ouais, lié à l'inflammation. à l'inflammation. Et au fur et à mesure que les enfants, on traite la perméabilité intestinale, on traite la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre de la flore, et donc ce qui fait diminuer l'inflammation, et que l'on a le régime, à partir de ce moment-là, vous voyez que cette zone disparaît. Donc c'est que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Eh bien, super. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, question, docteur Paya. Basée sur votre expérience, quelle est votre définition de l'autisme? Alors la première, c'est pas une maladie psychiatrique. La deuxième, c'est une atteinte de l'intégrité de l'homéostasie, c'est-à-dire de l'équilibre général du corps, aussi bien par l'environnement que par des intoxications internes, dont la conséquence, c'est un trouble des connexions cérébrales. Il y a, vous savez, à l'époque, vous êtes plus jeune que moi, mais à l'époque, on avait le PC qui s'opposait au Mac au début des années 90. Et le Mac était bien moins puissant, mais beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, les connexions qui étaient faites dans les puces du Mac étaient des connexions en parallèle. Et on avait plusieurs opérations qui se faisaient en même temps, alors que dans le PC, c'était des connexions en série qui allaient plus vite pour calculer, alors que de l'autre côté, il y avait plusieurs circuits qui calculaient plus lentement, mais qui étaient plus rapides à la fin du compte. Donc, un autiste n'a pas un câblage qui est équivalent au nôtre. C'est-à-dire que les zones associatives ne sont pas forcément connectées entre elles. Et j'avais mis à l'époque des techniques pour pouvoir resynchroniser ça, et on a des résultats. D'accord. Alors, concrètement, comment est-ce que ça va manifester, ça va se manifester par rapport au comportement que l'on voit Ben, chez eux? vous aurez en particulier, vous avez, quand on parle de l'autisme, quand on parle on fait la différence entre autisme et Asperger. Et il y a un film qui est extraordinaire, c'est Rain Man, où on voit Dustin Hoffman qui joue le rôle d'un autiste qu'on ne laisse plus rentrer dans les, dans les casinos parce qu'il est capable de mémoriser les cadres et de savoir ce qui va sortir à la roulette, etc. Donc il mémorise. Il y a des aptitudes particulières alors qu'il y a d'énormément de déficits relationnels, de cognition, etc. Il y a des aptitudes particulières qui sont dues à un câblage particulier. D'accord. Vous retrouvez, Alors, il y en a qui font des décès extraordinaires, il y en a qui font des calculs, ils vont plus vite que les bouliers chinois. Donc, on a des aptitudes particulières et des déficits qui sont très importants dans d'autres domaines. Donc, il y a des circuits activés, des circuits qui ne sont pas activés, qui ne fonctionnent pas. il ne fonctionne pas. D'accord. Et en fait, saurait-on pourquoi est-ce que ces circuits sont activés? Ah, intoxication à métaux lourds, Intoxication méthodique. en particulier, on verra dans les causes. Si vous voulez, je vais expliquer ça quand je vais expliquer le rôle des ondes électromagnétiques qui n'étaient pas présentes qui ont explosé depuis 30 ans. Euh,
et l'ouverture qui a été démontrée en particulier par Salford et Carlo, qui sont deux grands chercheurs, de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'il y a un passage de toutes les cochonneries qui arrivent à passer depuis l'intestin vers le milieu intérieur, qui arrivent à passer vers le cerveau. D'accord. Alors, docteur, pour qu'on soit clair, qu'est-ce que l'intégrité de l'homéostasie et quels sont les facteurs qui pourraient les impacter, qui pourraient l'impacter? L'homéostasie, c'est l'équilibre métabolique, l'équilibre des fonctions, l'équilibre général d'un organisme qui lui permet de fonctionner. Alors là, on a déjà un problème souvent d'intoxication prénatale. On a un problème de lésion neurologique prénatale si la mère a été soumise à des champs électromagnétiques pendant la grossesse. On en parlera, je vais développer ça. On a l'accumulation de produits toxiques qui ont été chez la maman, qui sont passés à travers du placenta chez le bébé. Donc on a déjà cela, et ensuite on a toutes les agressions par le milieu externe. On va évoquer les antibiotiques que peut prendre un enfant qui change sa flore intestinale alors qu'en fait il avait la flore que lui avait donnée la maman quand il a tété la première fois. Ça, c'est un élément que l'on oublie souvent. On a une meilleure immunité chez les enfants qui sont nourris au sein, parce que souvent la première tétée est celle qui permet de transmettre le passage dans le vagin. Et la première tétée, c'est ce qui permet à l'enfant de récupérer un microbiote qui va lui permettre d'avoir une bonne immunité. On sait que les enfants qui sont nés par césarienne ont une moins bonne immunité que les enfants nés par voie normale, et les enfants qui n'ont pas été nourris au sein ont aussi une moins bonne immunité. Donc on a deux facteurs qui sont là. D'accord. Et donc facteur interne, facteur externe. On peut pas dissocier. Hein. L'autisme, c'est l'expression ultime des contraintes environnementales. En particulier parce que, on l'avait évoqué dans une de nos conversations, il y a un changement d'épigénétique à cause de ça. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, concernant l'autisme, trouble du spectre de l'autisme, que mettriez-vous sous la bannière de ce spectre-là? Il y a déjà l'autisme, l'Asperger qui est entre guillemets surnommé par certains l'autiste hyper intelligent. On connaît cet Anglais qui a été capable d'apprendre l'islandais en 15 jours et de mémoriser. Donc, des aptitudes très développées dans un domaine et complètement absentes dans d'autres. Et puis, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître et je veux que tout le monde en prenne conscience, hein, parce que c'est gravissime. Le nom a été donné dans une publication récente du CNRS, c'est le syndrome EPE. C'est-à-dire exposition précoce et excessive aux écrans. Elle concerne principalement les enfants de moins de 3-4 ans et se manifeste par des comportements atypiques liés à une surexposition aux écrans tels que ceux des smartphones et téléphones, tablettes, consoles ou télévision. Il a été observé que cette exposition massive peut devenir quasi permanente, transformant l'écran en un compagnon de vie pour le tout petit. Vous savez, un jour, j'étais à Pamplonne où j'étais faire un cours pour Quinton et je me suis retrouvé, donc j'ai eu une paire de chaussures dans la rue de l'hôtel, je suis rentré et j'ai trouvé une dame qui était la patronne du magasin avec un gamin de 18 mois dans une poussette, avec un téléphone qui était en train de sucer. Il regardait, il suçait. Je dis, mais enfin, madame, c'est dangereux. Elle m'a regardé et elle m'a dit, mais monsieur, c'est la nounou la moins chère que j'ai trouvée. J'ai dit, mais c'est pas la meilleure nounou pour le cerveau de votre fils. On verra. Oui, oui. Alors, vous le dites, vous dites ça, juste une petite précision, je dis ça souvent aux parents des enfants avec qui je travaille. Parce que des fois, on peut avoir tendance à laisser l'enfant, puisqu'on le trouve plus calme, plus apaisé, pendant un long temps devant, et je le dis souvent, et vous me donnez raison, hein, on va le sevrer. Vous savez que tous les patrons de la Silicon Valley ont interdit l'enseignement numérique dans les écoles de leurs enfants. La Finlande et la Suède, qui étaient les pays les plus avancés en Europe pour ce type d'enseignement, sont revenus au crayon et au papier. En fait, on a
une perte de la mémoire à moyen et à long terme, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, chez ces enfants, les atteints du syndrome EPE, retard de communication et de langage souvent vers les 18-30 mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut confondre avec un développement d'autisme. Oui. Difficulté dans les interactions sociales et le contact avec les autres. Deuxième symptôme qui peut paraître commun. Comportement d'agitation, d'agressivité, maladresse dans l'exploration fine. Intérêt exclusif pour les écrans au détriment des jeux traditionnels et d'imagination. Et ces symptômes peuvent parfois être confondus avec ceux du trouble autistique, mais le sevrage complet d'écran chez ces enfants entraîne une réversibilité des symptômes et peu à peu une récupération. D'accord. Alors, il y a deux autres choses que je voudrais signaler parce que il faut que les parents comprennent que c'est dangereux. L'expérience de Cincinnati, publiée dans la revue JAMA pédiatrique. À l'IRM, chez les enfants d'âge scolaire qui utilisent plus de 2 à 3 heures par jour des écrans, ce qui est fréquent actuellement, altération de la substance blanche. C'est-à-dire qu'on a des anomalies de la substance blanche, c'est-à-dire en fait ce qui correspond aux voies de communication dans le cerveau. Et ce qui a été beaucoup mieux, c'est le professeur Mike Nagel de l'University of the Sunshine Coast dans le sud de l'Australie, qui s'est trouvé avec son fils complètement hypnotisé, son gosse de 3 ans, devant l'écran du téléphone de sa mère, complètement hypnotisé. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Il a pris le gosse, il l'a ramené à l'hôpital, il lui a fait une IRM. Et ben, le cerveau du gosse et des 100 gosses qu'il a explorés était plein de trous comme dans la sclérose en plaques. Ah. Alors, pour ceux qui ne savent pas, docteur Paya, pouvez-vous nous dire ce que c'est que la sclérose en plaques? La sclérose, c'est une maladie dont on ignorait quand je fais mes études, on ignorait la cause. C'est une maladie auto-immune où on a des anticorps qui attaquent les gaines de myéline, c'est-à-dire que ça coupe la communication. Et ça se manifeste par des troubles sensitifs, par des paralysies et par des évolutions très invalidantes qui peuvent mener rapidement. Je connais des patients, moi, qui sont partis en 3 ou 4 ans. Hein. D'accord. Donc, en fait, c'est comme si vous preniez l'installation électrique chez vous et que vous commencez avec un cutter à faire sauter la protection en plastique des fils électriques et vous avez des courts-circuits partout. Alors, D'accord. la chance chez les enfants, c'est qu'ils sécrètent énormément de cellules souches et qu'ils arrivent à réparer. Mais là aussi, il faut pas que ce soit, il faut faire attention parce qu'on va voir euh, comment on appelle ça, des idiots numériques, Oui. incapables de prendre un livre et de regarder, incapables de fixer l'attention. Donc il n'y a que certains trucs et souvent ceux qui bougent qui va les attirer. D'accord. Donc, D'accord. ce sont des notions récentes, 4-5 ans. Attention, attention, attention. Et l'exposition aux écrans rentre dans la catégorie de risques environnementaux. Au sommet de l'iceberg, les recherches académiques concernant les causes de l'autisme se sont majoritairement focalisées sur la génétique au détriment des autres facteurs. En fait, il n'y a pas un facteur génétique. Tout cet environnement modifie beaucoup de choses. En particulier, on sait aujourd'hui que le principe, c'est le professeur Martin Pal que j'ai rencontré à Madrid il y a un peu plus d'un mois, qui est un éminent chercheur sur le sur le pourquoi des effets des champs électromagnétiques, a montré que ça bloquait le calcium à l'intérieur des cellules. À partir de là, il y a toute une cascade d'hypertension, vieillissement, altération des mitochondries. Il y a tout un tas de choses qui se passent qui font que ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est dramatique. D'accord. Donc, ça voudrait dire, docteur Paya, que la génétique ne joue pas le rôle aussi important que l'on nous a fait croire. Il peut y avoir un profil génétique, mais c'est les intoxications et les facteurs environnementaux d'agression qui
déterminent des modifications épigénétiques, et ces modifications sont celles qui peuvent activer ou désactiver les gènes. Mhm. Donc, en quelque part, ils se sont un peu trompés, ils se sont focalisés sur les gènes en tant que tels sans vraiment faire suffisamment attention Mais, à mais les l'expression. gènes, ils peuvent être activés ou inhibés. Mhm. Et c'est l'environnement qui est responsable de ça au travers l'épigénétique. Vous savez, on a parlé d'ADN poubelle, on a je ne sais plus combien de milliers de gènes qui Oui. sont répartis, et l'ADN poubelle, c'est pas vrai. Ça a été l'erreur dans la création des OGM. J'ai mon ami, l'éminent mathématicien Jean-Claude Pérez, qui a démontré déjà à la fin des années 90 que la répartition des gènes n'était pas faite au hasard sur les brins d'ADN, mais qu'elle était faite en partie en respectant la suite de Fibonacci et d'autres suites mathématiques. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe où parce que ça ne fonctionne pas. Parce que ça Mhm. vibre et que ça ne peut vibrer, ça ne peut fonctionner que si ça vibre comme il faut. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. c'est quelque chose qu'on a complètement ignoré et c'est une catastrophe. Mhm. C'est une Oui, ça catastrophe. l'est. Mhm. Mhm. Parce que les conséquences sont qu'on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire pour les enfants, pour beaucoup d'enfants. Oui. Ben, et par contre, il y a des moyens dont on parlera tout à l'heure, mais une des Mhm. expériences qui a été faite par Goodman et par Blanc, qui sont deux chercheurs éminents en génétique, qui ont été faites pour l'entreprise avec laquelle dont je suis directeur scientifique Como System à New York, à l'université Columbia. Donc le modèle père parfait des généticiens, c'était c'est la mouche à vinaigre, la drosophile. Mhm. Donc on les a irradiés avec un téléphone. On a eu un changement donc de certaines caractéristiques chez les mouches qu'on a retrouvé chez les filles. Durée de vie 3 semaines, donc on avait la génération suivante. Et le système de protection a montré qu'on récupérait, en protégeant les filles, les caractéristiques de l'ADN des mères qui avaient été perdues. Donc avec Mhm. d'autres facteurs, le FSE, la protéine HP40 ou HP70. On a démontré qu'on pouvait récupérer ça si on protégeait correctement. D'accord, d'accord. On reviendra dessus. Alors, il est possible que certaines Alors, personnes... Oui, si vous permettez, j'ai allez-y. eu à traiter un enfant qui a eu ce syndrome d'exposition précoce et exagéré aux écrans. Et c'était le petit-fils d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle comme moi Marco. Et en fait, Mhm. j'avais la comparaison de ma petite fille qui avait exactement le même âge, qui est une enfant très vive, très, très brillante. Et ce gamin à 4 ans, quand je l'ai vu, il était tout juste capable de prendre les pièces d'un puzzle et les mettre une derrière l'autre comme si c'était des wagons d'un train. Ça n'allait pas plus loin. Il commençait papy, un langage complètement bon. Donc, Mhm. la mère a passé 6 mois au lit pour une troisième grossesse à risque avec l'iPad sur le ventre. Mhm. Voilà. Et le père n'avait de cesse, pour récompenser le petit, de lui donner son téléphone quand il rentrait à la maison après le boulot. Mhm. Donc, c'était un remariage. Donc, la deuxième fille, 15 ans, très brillante, cette gamine. Franchement, très brillante. Elle a tout de suite compris. Elle a chopé le beau-père et elle lui a dit, si tu lui donnes encore le téléphone, je jette ton téléphone aux toilettes. Et Mhm. donc, on a eu 3 mois. Ensuite, avec les techniques dont je vous ai parlé, j'ai travaillé sur le gamin. Il est en classe normale 2 ans après. Vous voyez? En classe Oui. normale. Mais il faut un sevrage complet, immédiat. Complet, complet. Mhm. Et Complet. laisser faire la nature pour récupérer. Bien Voilà. sûr, avec une stimulation haute, les livres, les histoires, les crayons de couleur, les puzzles, il faut reprendre tout ce qu'on savait quoi on jouait quand on était gamin et qui a pratiquement Gamin. disparu pour certains. Mhm. Mhm. Oui, oui. Bel exemple, bel exemple. Oui. Alors, il est possible, docteur Paya, que certaines personnes soient un peu perdues. Ça, disons, nous a dit que, je sais plus moi.
On nous a dit que c'était les gènes qui causaient l'autisme. On nous a parlé de métaux lourds, puis de vaccins. Et puis, il y a un mois, Mahalo Voine nous parlait de problèmes gastro-intestinaux avec le professeur Humbert. On a parlé de parasites. On nous a parlé de tellement de choses. Je ne sais plus quoi. Il peut y avoir des gens comme ça. Histoire d'éclaircir quelque peu les choses. Ben, Il est vrai que nous avons une belle panoplie de facteurs qui se révèlent être des facteurs de risque dans le développement de TSA. Cela voudrait-il dire ce qui fut l'élément déclencheur du TSA de tel enfant n'est pas forcément ce qui fut l'élément déclencheur pour un autre enfant. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Écoutez, vous avez un terrain avec différents types d'arbres fruitiers. Vous allez avoir une maladie qui se déclenche. Certains arbres vont être touchés, d'autres vont pas être touchés dans la parcelle d'à côté, uniquement parce que le terrain n'a pas été nourri correctement d'un côté par rapport à l'autre. Et en fait, les intoxications avant la conception de la maman et du papa, les intoxications pendant la grossesse préparent un terrain où un élément peut être un élément déclencheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'élément déclencheur peut être différent pour tout le monde et l'élément déclencheur peut être différent en fonction de l'intoxication du terrain ou de la déficience nutritionnelle. D'accord. Vous savez comme moi que aujourd'hui, vous avez le problème du chlordécone en Guadeloupe, mais on a par exemple aujourd'hui le professeur Oléa, qui est un grand toxicologue à l'université de Grenade, a publié un post où il expliquait que 100% des Argentins ont du glyphosate dans les selles, contre 81% des Européens. Et en fait, le glyphosate, dans son enregistrement il y a plus de 60 ans, avant d'être un produit destiné à l'agriculture, avait été enregistré comme un antibiotique. Et c'est un produit qui décape toutes les bonnes bactéries au niveau de l'intestinal. Donc, déjà par une alimentation que vous croyez saine, parce que c'est intoxiqué par ces cochonneries, vous avez une modification de votre flore intestinale qui est le prélude à tout un tas de choses mauvaises. D'accord. Donc, alors, ma question vient, vous faites là, puisqu'on parle d'intoxication déjà dans le ventre de la mère, on parle peut-être d'intoxication qui s'est faite à un âge très, très, très précoce pendant l'enfance. Est-ce que vous faites la distinction entre autisme régressif et autisme classique? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Non, je la fais pas. Moi, j'ai un enfant ou un adulte qui a un problème. J'essaie de comprendre pourquoi ça s'est produit et comment est-ce que je peux agir pour l'améliorer. D'accord. Sur les 110 enfants que j'ai pris en charge donc dans cette région du sud de l'Espagne, j'en avais 80% qui étaient intolérants au gluten et au laitage. Donc là-dessus, j'en ai remis 71 dans une classe normale au bout de 3 ans. Et les autres, vous savez à quoi c'est dû? À la fainéantise des mères qui refusaient de leur faire à manger comme il fallait, parce que le petit voulait, bien sûr, on a une addiction pour ce qui est mauvais, on le sait. Toutes les personnes qui sont attirées par le sucre vont chercher du sucre, on le sait. Donc, les mères, c'était, le gamin, il a mangé à la cantine, et où il avait un certificat que j'avais fait en bonne et due forme, on lui donnait pas la mère lui donnait une tranche de pain de mie avec une tranche de fromage et une tranche de jambon. Alors qu'il ne fallait pas donner de produits laitiers. Je ne sais pas cuisiner. Elle disait à mon épouse qui travaille avec moi, elle leur disait, il faut faire, mais c'est trop difficile, moi je ne sais pas cuisiner. D'accord. En Espagne, les femmes ont perdu la cuisine. Je vais vous faire rigoler. Vous savez que les œufs durs, ça fait partie du 2e niveau de cours de cuisine pour les futurs mariés. Vous rigolez. 2e niveau. 2e jour. 2e niveau.
Pas le C'est premier, vrai, le deuxième. deuxième niveau. Pour les œufs Voilà. durs. D'accord. Donc, il faut reprendre tout le beurre à bas. Ah, il y a un investissement des parents qui est nécessaire pour être strict dans ce que doit manger l'enfant malade. Il y a Mhm. un investissement nécessaire des parents pour le soustraire aux écrans. Il y a un investissement nécessaire des parents pour développer des capacités de motricité fine, de reconnaissance, d'intérêt avec des livres, avec des photos, etc. Euh, euh, Quand les enfants sont calmés parce qu'ils mangent plus ce qui les excite ou qui les altère, on a un éveil, on a une curiosité qui réapparaît. Mhm. Mhm. Oui, 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 oui. La concentration revient sur les choses qui sont plus importantes. Vous savez, j'ai quelqu'un proche de moi qui est intolérant au gluten. Il fait très attention, très strict. Un jour, elle a été chez des amis qui lui ont dit non, non, il n'y a pas de gluten. Elle a mangé un truc où il y avait des gnocchis qui avaient été écrasés. Elle a pris la voiture, elle a fait 80 km sans savoir où elle était. Mhm. Elle a passé 3 jours au lit avant de récupérer sa mémoire. Mhm. Voilà, c'est tout. Et ça, ce sont le côté pour notre, on reprend un peu ce qu'on avait dit dans l'émission précédente, Mais c'est le c'est côté le côté morphine. morphine. C'est le côté Voilà, morphine. Voilà. le côté morphine. Voilà. Voilà. Alors, quand il s'agit, on parle de l'évolution, nous sommes passés d'une personne avec, Pardon, euh, je vais rajouter quelque chose. allez-y. Il faut savoir que quand il y a une rupture du régime, plus le régime a été respecté longtemps et plus l'état de l'enfant est stable, la rupture du régime, que j'ai constaté plusieurs fois parce qu'ils allaient chez des amis pour des anniversaires, ils recommençaient à avoir une vie sociale, on leur a filé à manger quelque chose qu'ils ne devaient pas manger, on a des explosions. Et Mhm. plus ça se reproduit, plus c'est difficile à rattraper. À rattraper. Mhm. C'est difficile à rattraper. Euh, je vais faire un petit encas. Alors, pour que, par exemple, les personnes, une fois qu'on a guéri l'intestin, je profite pour poser la question qui viendra peut-être, on va peut-être se répéter, mais une fois qu'on a guéri les intestins et tout, est-ce qu'il est complètement impossible aux personnes de se remettre aux produits avec gluten et laitier? C'est Non, impossible? parce qu'en fait, c'est une déficience enzymatique. D'accord, Donc, il y a des enzymes qu'on trouve, gluten free, etc. Le Toto de chez Synergie, il y a des enzymes qui permettent moi, les personnes dans ma famille proche qui ont des intolérances au lait et l'autre au gluten, dès qu'elles sortent de la maison, elles ont le flacon d'enzymes dans le sac et elles prennent des enzymes avant le repas. d'accord. Comme ça, elles sont capables de manger un peu de tout. Donc, ça fait qu'elles sont capables de Non, manger des non, non, aliments elles sont pas capables de manger un peu de tout. Elles évitent ainsi de se faire piéger si on leur dit qu'il n'y a piégés. pas le toxique dans l'alimentation et qu'il y est réellement. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y a du gluten ou des produits laitiers, ça n'aura pas d'effet sur elles. Regardez les gnocchis, théoriquement, il n'y a pas des gnocchis pour intolérants au gluten, c'est fait avec de la fécule, enfin avec une base de pommes de terre et de la farine de riz. Ben dans ce cas-là, il y avait de la farine de blé, donc catastrophe. D'accord. Mais si cette personne prend les enzymes, on n'a pas de catastrophe. C'est moindre, C'est moindre. D'accord. c'est moindre. D'accord. Mais D'accord. dans l'absolu, il faut éviter. Donc, avoir des enzymes, c'est être tranquille quand on sort de la maison pour ne pas se faire piéger. Piégé. D'accord. D'accord. Alors, docteur Paya, nous sommes passés d'une personne autiste dans une population sur 10 000 hein, personnes dans une population à une personne autiste sur 30. Que peut-on faire pour pallier à l'évolution de l'autisme? Déjà, examiner deux choses. Je crois que je sais plus, c'est en 2016 ou 2017, c'est 2017, il me semble. J'ai fait 2 communications au 9e congrès international de médecine environnementale à Madrid. En fait, j'ai fait une Mhm. formation de médecine environnementale avec une fondation espagnole et c'était l'enseignement de l'académie américaine puisqu'il y avait, c'était plus facile pour moi en espagnol qu'en anglais.
Voilà. En plus, c'était des Texans et il fallait comprendre ce qu'ils disaient. Bon, donc, euh, il y a une pédiatre espagnole spécialisée en autisme qui est à Barcelone. Et elle a sorti deux trucs qui m'ont impacté. Le premier, c'est qu'elle a dit qu'un enfant sur cinq conçu par procréation médicale assistée était autiste. C'est énorme. Et le deuxième, elle nous a sorti la courbe d'évolution du nombre d'autistes sur une trentaine d'années. Ça suivait l'implantation des antennes de téléphonie. Les Mhm. deux courbes sont parallèles. Donc ça interpelle. Donc j'ai regardé un petit peu euh, j'ai jeté mes filets comme d'habitude. Vous savez, je suis expert judiciaire, donc de temps en temps, les juges me posent des questions très pointues sur des fautes médicales. Et bon, une des formations que j'ai eues pendant que je faisais mon master d'expertise, c'est de savoir trouver les informations. Donc j'ai défilé un peu partout, je sais comment les chercher. Il y a, je crois, 84 études qui font la relation entre l'exposition aux ondes électromagnétiques artificielles et l'apparition de l'autisme. Mhm. Alors, il faut savoir que le premier autiste qui a été diagnostiqué, il me semble que c'est en 1936, après un vaccin reçu pour la diphtérie parce qu'il y avait une épidémie aux États-Unis. Ça a été la première description clinique, il me semble. Donc, là, on avait la relation avec un facteur extérieur et une injection. Donc, puisqu'il y avait de l'aluminium, en France, on n'avait pas d'aluminium jusqu'à ce que il y ait un changement de fabricant au niveau des vaccins. C'était plus Pasteur, c'était une autre entreprise. Et Mhm. ils ont changé un des sels qui servait de conservateur en le remplaçant par de l'aluminium comme stabilisant, qui, comme beaucoup de métaux lourds comme le mercure, etc., ont des fonctions d'immunostimulation et parce on oublie la toxicité. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois qu'en préconception, il faut protéger la future maman et futur papa des polluants physiques, c'est surtout les ondes artificielles. Il faut voir aujourd'hui, il y a 124 études qui montrent l'altération des spermatozoïdes chez les hommes qui ont un téléphone portable et qui le mettent dans la poche du jean. Mhm. Le nombre de j'étais à l'époque consulté par le médecin d'une grande équipe parce qu'il avait quand même deux joueurs internationaux qui a été mis hors jeu en ayant tous les deux un cancer du testicule. Bah, à Madrid, je lui ai dit de quel côté mettre le portable dans le jean. Il me dit, je pose la question. Il m'a téléphoné 3 jours après. Il me dit, t'as raison. Mhm. Voilà. Donc tous ces joueurs sont protégés. Donc ces ondes artificielles, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles déstructurent la cohérence de l'organisme. C'est un vaste sujet, mais c'est quelque chose de passionnant. Mhm. Tout peut fonctionner ensemble parce qu'il y a une cohérence. Sinon, on ne pourrait pas être vivant. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont polarisées, alors que les ondes naturelles sont à 360 degrés. Là, c'est comme une lame de couteau qui vous attaque. Et comme je Mhm. dis toujours, j'ai une analogie qui fait comprendre. Les ondes naturelles, c'est comme une bonne pluie bienfaisante qui alimente le sol et l'agriculture. Et les ondes artificielles, c'est comme un orage de grêle ou de grêlon qui détruit tout sur son passage. Voilà. D'accord, Donc, il d'accord. faut se protéger, il faut Mhm. tenter de ne pas faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on boit, il faut traiter l'eau. Mhm. Aujourd'hui, on trouve, il y a une entreprise qui a disparu, qui était Berkey, mais il y a des successeurs qui font des filtres qui sont maintenant plus performants. Les fibres, l'eau d'osmose est une eau qui est morte, donc il faut la redynamiser. Et c'est à mon avis plus intéressant d'utiliser un filtre à gravité. On en trouve beaucoup actuellement qui arrêtent même les PFAS. C'est-à-dire tous ces produits volatiles qui sont éminemment toxiques et qui s'accumulent dans les graisses de l'organisme et dans le cerveau. Donc, filtrer son eau, parce que les eaux en bouteille, c'est une catastrophe.
aujourd'hui, je discutais avec Nicolas Oléa qui m'a dit que on a tous l'équivalent d'une carte de crédit en plastique dans le cerveau, sous D'accord. forme de microparticules. On a quand même démontré Micro-particules. qu'il y a des microparticules de plastique ou des nanoparticules qui sont à l'origine de la formation des plaques d'athérome. C'est D'accord. des concepts tout à fait nouveaux qui arrivent. D'accord. Le mot Dans les plaques d'athérome, dans les coronaires, etc., on a mis en évidence des micro, des nanoplastiques qui font que le fait que les globules blancs se collent dessus, que la couche de cholestérol arrive et on a la plaque d'athérome qui se fait. D'accord. Et alors, les plaques d'athérome, ça se trouve dans... Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous définir? C'est ce qui bouche les artères D'accord. au niveau du cerveau, du cœur, etc., des artères D'accord. périphériques. Donc, c'est D'accord. quand même... On sait aujourd'hui que ces intoxications peuvent donner des maladies qui n'étaient pas prises, qui ne sont pas comprises par les cardiologues, qui pensent qu'au cholestérol, alors que la plaque vient, l'inflammation de l'artère où se fait la plaque vient à cause des plastiques qui s'y sont accrochés. D'accord, d'accord. Alors, docteur, on a parlé de l'exposition aux écrans. On disait que vous disiez que cette exposition pouvait impacter le fœtus. Donc, ce qui signifie que l'enfant présenterait des caractéristiques, des critères de l'autisme à sa naissance ou très, très tôt. Il y a un Alors, terrain favorable. voilà, il y a un terrain favorable. Il y a un Mm, terrain favorable. Parce que quand je vois le petit-fils de mon ami, c'est pas parce que son père lui a filé un téléphone qu'il était dans cet état de retard. C'est parce que la mère a gardé un iPad pendant 6 mois sur le ventre. d'accord. Donc, ce qui a rendu le terrain favorable. Oui. Voilà. Alors, c'est d'où ma question. Je ne Donc, crois pas en médecine, je ne crois pas qu'on puisse dissocier le terrain de la cause déclenchante. de la cause déclenchante. Mais d'où ma question. Alors, un enfant comme ça, disons, un exemple, hein, qui présente très tôt des signes d'autisme, les parents diraient même, ben, il est comme ça depuis petit, hein, ignorant l'effet justement du fait d'avoir posé le téléphone sur le ventre et ce que ça a pu faire à l'enfant, ignorer. Et peut-être là, tout de suite, on penserait peut-être que c'est génétique. Alors, est-ce que les ondes artificielles seraient des facteurs supplémentaires ébranlant la thèse de la cause génétique de l'autisme? Oui, puisque ça modifie même l'ADN. Ça a été démontré, je vous en ai parlé, ça a été Oui, démontré par une des premières équipes de génétique du monde à la Columbia qui l'a démontré sur les mouches du vinaigre. Donc, oui, oui. donc oui, c'est un élément, vous savez, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans la situation du tonneau percé. Mhm, Vous pouvez mhm, faire tout ce qu'il faut, mais si vous bouchez pas le trou, le tonneau, il sera jamais plein. Donc on peut mhm, apporter tous les traitements, tous les nutriments, tous les soins que l'on veut, mais si on continue à laisser l'intoxication environnementale liée aux ondes électromagnétiques continuer, vous savez, c'est ce que le professeur Bruce Helms, qui a été un des plus grands biochimistes du XXe siècle, a expliqué dans sa théorie qui est devenue une loi du triage. Bruce Helms, vous le connaissez, c'est le monsieur qui a inventé, tout le monde le connaît, mais personne ne sait qui c'est. C'est le monsieur qui a inventé les bandelettes qu'on met dans le pipi, dans le sang, etc., pour mesurer l'albumine, le sucre. C'est lui. Et en fait, il a édicté ça de telle façon, on utilise les ressources pour se défendre nutritionnelles, les protéines, les vitamines, les sels minéraux, pour se défendre contre l'environnement au lieu de les utiliser pour bien vieillir. mhm. Ça explique tout. D'accord, d'accord. Et là, on sait aujourd'hui, par exemple, nous avons fait chez Como System des expériences qui ont été publiées dans des grandes revues. On a une chute du cortisol, on a une chute de l'ACTH quand on expose des poussins ou des souris à des ondes électromagnétiques artificielles. Normalement, si vous avez une chute de cortisol, vous ne pouvez pas réagir au stress.
Mais si vous, Mhm. automatiquement, vous allez sécréter de la CTH, votre cerveau va sécréter de la CTH pour que votre cortisol remonte. Or, votre ACTH, elle est basse aussi. La chute de la CTH qui ne peut pas stimuler les surrénales pour provoquer du cortisol fait qu'on est complètement détruit par le stress. Et c'est une des conditions que l'on oublie dans des pathologies qui sont aujourd'hui explosives. En France, on a 2,5 millions de personnes qui sont arrêtées pour cause de burn-out. Et on Mhm. sait qu'il y en a 325 000 qui pourront jamais reprendre le travail. Mais on n'a jamais considéré que l'exposition à l'écran de travail ou au téléphone de boulot pouvait être responsable du fait que ces gens soient cassés. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, donc, on a un stress, on a ce stress électromagnétique, ce brouillard électromagnétique est responsable d'un stress électromagnétique qui affecte tout le monde. Mhm. Les parents avant la naissance, les enfants pendant la grossesse et les enfants après la grossesse. D'accord. Donc il faut se D'accord. protéger là aussi. Il faut se protéger. On parlera de protection. Alors, docteur, vous avez parlé un peu plus tôt d'identifier, hein, ça semble être important pour vous, identifier l'élément déclencheur. Et il me semble que nous vivons dans une ère où ce sont les symptômes apparents qui importent. Certaines mamans d'enfants autistes me disaient, en fait, quand elles parlaient des éléments qui pouvaient être les éléments déclencheurs de la maladie, de l'autisme de leur enfant, elles ne se sentaient pas écoutées. Elles se sentaient plutôt blâmées. Alors, Mais alors que, c'est l'expert qui va vous répondre. oui, C'est l'expert qui va vous répondre. Si, si vous reconnaissez que c'est un geste médical qui a été le facteur déclenchant, vous engagez la responsabilité pénale de celui qui a piqué et de l'État. mhm. C'est tout. Mais on a beaucoup de parents qui n'ont pas la force de faire ça. On en a qui ont fait ça et qui ont eu gain de cause, mais on en a qui n'ont pas la force de faire ça. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, je vous ai envoyé l'information, Oui, il y a une fille bien qui a sûr. gagné, je sais pas, 25 millions de dollars Oui, en démontrant que c'était la cause, le vaccin était la cause du déclenchement. Et oui. c'était une première aux États-Unis. Mais il y a quand même un élément, c'est que les deux autistes connus dans la population amish qui refusent les vaccins étaient deux enfants qui avaient été adoptés et vaccinés avant. Mhm, mhm. Donc on peut se Alors, poser des questions. mhm. Donc, moi, si j'en crois ce que vous êtes en train de dire, selon vous, il est important de repérer, d'identifier l'élément déclencheur. Je pense, oui, qu'on peut tenter d'agir. Vous savez que, bon, il y a des techniques homéopathiques pour détoxiquer des vaccins, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que le fait d'identifier l'élément déclencheur, qui n'est pas le seul responsable, parce qu'il déclenche sur un terrain qui est perturbé déjà, c'est une D'accord. façon de savoir par quoi on commence à agir. Mhm. D'accord. OK. Alors, avant de nous parler, nous parler de votre expérience avec les enfants autistes, on en a déjà quelque peu parlé. Je vais vous demander, est-ce que vous pouvez, nous allons peut-être nous répéter, mais nous dire comment est-ce que vous en êtes venu à prendre en charge des autistes? Bah, j'ai, ma spécialité, c'est la douleur. Mhm, Euh, il faut voir que la douleur des cancéreux et les protocoles sont bien, on a des outils efficaces aujourd'hui pour que les gens ne souffrent pas, sauf pour certaines personnes, hélas. Et je me suis retrouvé, en fait, pour les laisser pour compte, qui étaient les gens avec des maladies auto-immunes. Donc déjà, ma vision du terrain que j'avais acquise avec l'enseignement de Jean Signalé a fait que j'ai soigné quelqu'un qui avait une polyarthrite rhumatoïde en faisant faire donc tout un bilan à Paris alors que j'habitais en Espagne, puisque personne ne le faisait en Espagne. Maintenant, il y a des gens qui le font en Espagne. Et j'ai amélioré nettement cette dame. Et j'ai vu arriver la belle-sœur qui m'a amené un gamin en disant vous avez fait des analyses spéciales à ma belle-sœur qui va mieux. Le petit, voilà. Et ça a commencé comme ça. Et cette femme était infirmière.
travaillant dans un service de radiologie, donc avec une certaine irradiation. L'élément déclencheur a été l'injection du vaccin rougeole au rayon rubéole, le ROR. Mhm. Le gamin, il avait démonté la salle d'attente et le bureau de ma secrétaire dans la demi-heure où il a attendu que je le prenne. Et quand on a fait les analyses, donc il y avait une dysbiose mixte, bactéries, champignons, une intolérance au laitage, etc. La mère a tout de suite compris, elle a fait. Et quand je l'ai vu 3 mois après, ma secrétaire, qui est une ancienne institutrice très pragmatique, est arrivée en me disant, vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a le petit machin qui est là. Oui, j'ai dit, alors, il me dit, ben, je crois que ce que vous faites, ça marche, parce que là, il est venu me faire un câlin, il m'a fait un dessin. Ah, Bien. et ce gamin a appris à lire, à écrire tout seul et à compter tout seul. Donc, c'est un Asperger très brillant, etc. Et à partir de là, étant président d'une association, la mère a commencé à m'envoyer j'en ai vu 110 dans la foulée, voilà. Et donc, j'étais à une réunion qui était faite par les psychologues de la zone qui prenait en charge ses enfants, parce qu'ils ne comprenaient pas, et quand je leur ai expliqué que justement l'alimentation pouvait donner des produits qui étaient mimétiques avec les neuropeptides cérébraux, avec l'effet cocaïne ou l'effet morphine, il y en a certains qui sont réveillés, qui ont commencé à m'envoyer des enfants. Mais bon, D'accord. là aussi, avec l'opposition de certains psychologues, dans la mesure où l'autisme, c'est un peu une des mamelles des institutions et surtout des cliniques et autre chose. D'accord. Alors, je crois que c'était une région agricole. C'était une région C'est une agricole, c'est région ça? agricole, il y a énormément d'arbres fruitiers. Donc, actuellement, quand il y a les arbres en fleurs, c'est fréquenté par tous les photographes d'Espagne qui vont faire des photos. Il y a des champs. Et je disais à ma femme, c'est pas possible qu'il y ait autant de gosses autistes dans ce coin que dans ce coin par rapport à toute la province. Je suis arrivé avec ma femme et on s'est trouvé pris sous un feu de tracteurs qui se promenaient dans les champs en train de balancer des pesticides. Alors les mecs sans protection, sans combinaison, sans rien. Moi, fenêtre fermée, aération fermée, je n'ai eu de cesse que d'aller laver la voiture parce qu'on ne pouvait pas respirer, hein. D'accord. Donc, D'accord. le vent soufflait, donc ça partait vers le village. D'accord. Et c'est ce que Il y a 25, j'avais. il y a 25 fois plus d'autistes sur cette population que dans le reste de l'Espagne. Ça confirme en fait ce que j'avais lu lors de mes recherches, que dans les régions agricoles où il y a une forte utilisation de pesticides, le taux d'autisme est plus élevé. Oui, oui. Mais là encore, il faut comprendre que l'exposition aux champs électromagnétiques qui n'existait pas, ce brouillard électromagnétique qui n'existait pas avant 1995, on peut dire, hein, c'est là où il y a eu une démocratisation des téléphones portables. Mhm. A deux conséquences. Ça entraîne une perméabilité intestinale et ça entraîne une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire cette Mhm. barrière fonctionnelle qui empêche toutes les cochonneries qui ne doivent pas rentrer dans le cerveau de rentrer, qui la passe. Mhm. Comme je Mhm. l'ai dit, Salford et Carlo ont fait une publication, et ça a été repris par d'autres, qui démontre la perméabilité de cette barrière qui nous protège notre intégrité cérébrale. Mhm. Mhm. Alors, docteur Paya, on parle de région agricole, on parle de pesticides. Nous, on est en Guadeloupe, on parle souvent du chlordécone, on l'a mentionné. On sait que ça a une conséquence, ça détruit les neurones, hein. Vous allez me corriger. J'ai trouvé une publication qui disait qu'il y avait un retard d'acquisition de lecture chez beaucoup d'enfants et de mémorisation chez beaucoup d'enfants guadeloupéens à cause de ça. D'accord, d'accord. Donc, c'est un élément important. Alors, en plus de cela, par rapport à nos sols, quel en est l'effet par rapport au sol concernant le contenu en minéraux, quel en est l'effet?
De toute façon, il y a une diminution. Vous savez, je suis en train d'écrire mon deuxième livre qui reprend un peu le thème du premier sur les carences nutritionnelles liées aux médicaments. Le deuxième, je vais prendre les carences nutritionnelles en général. Si on Mhm. prend les chiffres colligés officiels publiés par la Grande-Bretagne depuis 1940, il y a une étude qui sort tous les 11 à 15 ans, où ils mesurent tout. Tout ce qu'il y a dans la viande, dans les fruits, dans les légumes, ils mesurent tout. En général, ce sont des pavés de 800 pages de tableau. On est en gros, allez, à moins 39% de vitamines, moins 40% de minéraux depuis 1940. Donc, Mhm. il y a un déficit majeur. Et quand on prend des éléments comme le magnésium, c'est quelque chose, il y a une augmentation du calcium dans beaucoup d'aliments et il y a une chute du magnésium. Et on sait bien que le Mhm. magnésium a énormément de fonctions, en particulier sur la régulation du système nerveux. Donc en D'accord. fait, il faut complémenter, Mhm. il faut complémenter et protéger en même temps. Ça devrait être pratiquement une femme qui prend la pilule. Une Mhm. femme qui prend la pilule a une déficience de 9 minéraux et vitamines essentiels. Mhm. Or, aujourd'hui, on ne considère plus la pilule comme un médicament, on considère la pilule comme quelque chose de tout à fait normal, naturel, entre guillemets. Mhm. Donc déjà, une femme qui ne se complémente pas en ayant pris la pilule pour tomber enceinte, qui arrête la pilule pour tomber enceinte, elle a un risque d'avoir un enfant avec des déficits. Mhm. Voilà. Donc, c'est quand même des éléments, c'est grave. Et il n'y a Mhm. pas simplement la vitamine B9. Quand on voit l'histoire de la vitamine B9, vous savez que quand ça a été découvert, c'était responsable du spina bifida, ils ont mis 25 ans à l'appliquer aux États-Unis. Et pour traverser l'Atlantique, ça a mis 25 ans de plus. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il y a des femmes qui ont eu des gosses avec des malformations au niveau petit bassin et membres inférieurs à cause des spina bifida, c'est-à-dire les dernières vertèbres de la colonne qui ne sont pas fermées. Tout ça parce on n'a pas fait introduire la vitamine tout de suite. Et Mhm. en général, le tube neural, c'est-à-dire ce qui va être la colonne vertébrale, est fermé à la 6e semaine. Et c'est quand les femmes vont chez le gynéco, en général à la 6e semaine, qu'on commence à les complémenter en vitamine B9, ce qui est une connerie. Il faudrait qu'elles se chargent avant d'être enceintes, ça et des oméga 3. On sait par exemple que les dépressions du postpartum sont dues à un déficit en oméga 3. Mhm. D'accord. Et Donc ça ça, coûte une fortune, ça coûte une fortune. Et on a des gens qui sont malheureux et malades. Combien de couples ont éclaté parce que après le premier ou le deuxième enfant, la femme a fait une dépression uniquement parce qu'il lui manque ça. mhm. Mhm. Donc, ça fait partie, en fait, des, des préventions, en fait, pour empêcher que l'enfant n'ait un problème Il y a, ce oui, qu'ils appellent absolument. neurodéveloppemental. Il y a des mesures à prendre avant. Donc, vous qui avez des sols contaminés, etc., une des techniques, on n'est pas sûr de trouver toujours du bio pour manger. Mais une des techniques qui est efficace, moi je donne depuis 30 ans, pendant une demi-heure dans une eau filtrée, c'est pour ça que j'ai parlé de filtres à gravité qui sont quand même, c'est un investissement, mais ensuite, je crois que changer les filtres tous les ans, ça vaut 80 euros, donc c'est pas le bout du monde, c'est moins cher que les bouteilles en plastique. On n'avale pas de Mhm, plastique avec. mhm. Euh, c'est dans une eau filtrée, mettre du bicarbonate dessous, les faire tremper les fruits et les légumes, au minimum une demi-heure et ensuite les brosser. Mhm. Et on est là aujourd'hui, on sait par exemple, on pensait qu'en enlevant la peau des pommes, on enlevait les contaminants. On s'est aperçu aujourd'hui que sur 1,5 cm de chair, on a des contaminants qui sont rentrés dans la pomme. Donc D'accord. c'est vraiment un problème. Oui, oui, oui. Oui, effectivement. Donc, nos enfants qui ont déjà certains problèmes gastro-intestinaux, additionnés à la carence au niveau de l'alimentation, quand bien même ils mangeraient 5 fruits et légumes, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'apport nécessaire. Les 5 fruits et légumes, l'étude Suivimax a conclu à ça officiellement, alors que l'étude Suivimax avait été faite pour voir comment certains compléments alimentaires amélioraient les gens. Donc Mhm, c'est une histoire de fou. Vous mhm, mangez, c'est comme si on vous dit prenez 200 mg de magnésium. Lequel de magnésium?
ils sont tous absorbables de façon différente et vous n'êtes pas sûr de les utiliser. Il n'y a que l'eau de mer de Quinton qui est sûr de vous apporter les doses de magnésium 3 fois et demi les doses de magnésium nécessaires par jour. Mhm. Les restes sont pas Bon. biodisponibles. D'accord, on en vient, on en parlera sous peu. Docteur Paya, avant tout, se protéger des champs magnétiques artificiels, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils entraînent au niveau de la perméabilité? Qu'est-ce qu'ils entraînent au niveau Ils entraînent une de la... perméabilité intestinale et une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne se protège pas, on ne pourra jamais réparer ces barrières qui sont capitales. Et un des Mhm, éléments pour réparer ces barrières, par exemple au niveau hémato-encéphalique, c'est apporter des oméga 3 et de la vitamine D3. mhm, d'accord. Ce sont des choses qu'il faut faire. Sinon, ça sert à rien. C'est le Mhm, problème du tonneau percé. mhm, d'accord. Et au niveau du milieu intérieur, qu'est-ce qui se passe au Ben, le niveau milieu de notre intérieur, milieu donc intérieur? moi, ce que j'explique dans mes cours chez Quinton, on a tous autour de nous, on a une matrice extracellulaire qui donne la forme de notre corps. Il faut Mhm, savoir que cette matrice est une interface entre les cellules, les nerfs et le sang et tous les vaisseaux. C'est-à-dire aucun vaisseau, aucun nerf n'arrive au contact des cellules. Donc cette matrice a la forme d'un filet en 3 dimensions qui fait avec des glycoprotéines, etc., du collagène et tout. Et on sait que ça donne la forme de notre corps. Et quand il y a une intoxication, il y a souvent une déshydratation et les pores se resserrent et automatiquement, on a les polluants qui sont bloqués dedans. C'est-à-dire que toutes les techniques de dépollution des cellules, comme certaines algues et d'autres techniques qui font sortir les polluants des cellules, ne résolvent pas le problème parce qu'ils restent prisonniers dans la matrice. Et c'est là où le mhm. Quinton intervient pour nettoyer la matrice, le plasma de Quinton. D'accord. Alors, concernant le milieu, docteur Paya, est-ce qu'il y a une différence entre le milieu intérieur des enfants avec TSA et ceux dont on qualifierait de neurotypiques? Je ne peux pas vous dire. Vous ne savez pas. Je sais pas, j'ai pas été aussi loin. Par contre, je sais que dans grand nombre de maladies, tant qu'on n'a pas nettoyé ce milieu intérieur, on a rétablir la perméabilité intestinale de la barrière hématocéphalique, rétablir le microbiote, un microbiote correct, Mhm. et, euh, et nettoyer la matrice extracellulaire, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat. D'accord. Les recherches montrent, docteur Paya, que les problèmes gastro-intestinaux là, ils sont beaucoup plus fréquents chez les enfants avec autisme que ce qu'on a qualifié de neurotypiques. Et selon docteur Kriesman, comme nous en avons discuté dans l'entretien avec le professeur Weber, l'entérocolite, il y a une inflammation, que disait Dr. Kriesman, qui est spécifique à l'autisme, l'entérocolite associée à l'autisme, une inflammation chronique. En outre, quand il décrivait l'hyperplasie, je vais mettre en ligne pour que les gens puissent voir un peu ce que c'est que l'hyperplasie. Quand il décrivait l'hyperplasie, on va afficher. En fait, à partir du moment où vous avez une modification, une perméabilité de la barrière, une Mhm, modification de la flore intestinale, et euh, vous allez avoir une réaction immunitaire, puisque 80% des cellules immunitaires sont, se trouvent dans la paroi intestinale. mhm. C'est normal qu'on ait ça. Vous allez avoir une D'accord. stimulation de toutes ces cellules, et à partir de là, vous allez vous trouver avec une hyperplasie ganglionnaire. C'est normal. Mhm, mhm. D'accord. C'est une Et réaction tout lui, à fait normale, mais les éléments, vous les avez déjà. d'accord. Mais lui, il disait que le système immunitaire reste activé, mais ils ne savent pas en fait. Ils n'ont pas encore pu, à l'époque, il disait qu'ils n'avaient pas encore pu mettre le doigt sur ce qui Corps maintenait le étranger. système. Mais le corps Voilà, étranger, vous l'avez, le corps étranger, ce sont les aliments auxquels ils sont intolérants, qui sont des protéines, comme le gluten et les protéines de lait. d'accord, Ça a d'accord, été expliqué, ça a été expliqué par Seignalé dans la première version de son livre en 1988. d'accord.
Vous savez, D'accord. on a plein d'anglo-saxons qui arrivent après la bataille alors qu'en France, ça a été fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de son livre? Oui, l'alimentation, la troisième médecine, docteur La Jean troisième. Seignalé. D'accord. Alors, avec tout ce qu'on a, on a dysbiose, on- perméabilité intestinale. Est-ce qu'il se pourrait, on appelle aussi la perméabilité intestinale leaky gut. Oui, Peut-être que vous avez déjà entendu pour ceux qui vont nous écouter. Est-ce que tout cela influencerait le système immunitaire des enfants mais autistes de façon absolument. particulière? Ah, absolument. C'est une attaque en règle et le système immunitaire va réagir pour bloquer ça. D'accord. Vous vous rendez compte qu'il y a des substances toxiques, des liposaccharides, etc., qui sont des agressions mortelles pour le système nerveux, qui arrivent à passer à travers quelque chose. Vous savez, il faut bien comprendre que si on compare le travail du système, vous voyez les filtres à café en cellulose? Mhm, Ben, ça, c'est la fonction normale d'un intestin. Il n'y a que le liquide du café qui passe. mhm, Prenez une passoire avec des gros trous, c'est ce que vous avez dans le leaky gut. Il y a n'importe quoi qui passe. mhm. Voilà, c'est la meilleure image. D'accord. Alors, quand il s'agit, des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine, on sait qu'une bonne partie de la sérotonine, 95%, 50% pour la dopamine, fabriquée au niveau des intestins, la dysbiose va-t-elle impacter leur fabrication? Si oui, cela peut-il expliquer certains comportements observés chez les Puisque autistes? à cause de l'inflammation. D'accord, C'est à cause de l'inflammation que c'est perturbé. Et d'accord, il faut bien voir que la dysbiose, en changeant le profil du microbiote, va changer, ça commande aussi la sécrétion de sérotonine. Une mhm, partie de la sérotonine vient peut-être de la paroi intestinale, mais il y en a une partie qui est sécrétée par les microbes normaux. d'accord. D'accord. Et Et la digestion, perturbation augmentée par le type de médicament qu'on donne à ses enfants, qui change d'accord, complètement le profil de la flore aussi. d'accord. Donc, les problèmes d'humeur qu'on peut voir, est-ce que tout ça pourrait en être là, Ben, la conséquence? déjà si on a une intolérance, on ne peut pas imposer à une famille de faire un traitement sans faire d'analyse. C'est un coût. Manger sans gluten, ça coûte plus cher que manger avec du gluten, surtout que n'étant pas cœliaque, c'est une intolérance non cœliaque, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc c'est un coût pour les familles. Euh, Refaire une paroi intestinale et refaire un microbiote, ça a un coût. Un régime, ça a un coût pendant des années. Il vaut mieux faire des analyses et ça, gaspiller quelques dizaines, centaines d'euros pour savoir, pour être certain, avant d'imposer à quelqu'un de faire un régime et un traitement. Sinon, c'est un non-sens. Par contre, quand on D'accord, a les preuves, automatiquement, ça, oui, on peut dire oui, il faut le faire. Vous savez, moi j'ai une petite qui était autiste, agressive, et les parents avaient une boulangerie. Donc, en général, je l'ai vu dans mon cabinet, très agité, très agressif, se jeter sur sa mère pour lui tirer les cheveux sans arrêt. Le père devait s'interposer. Et on a fait les analyses d'une intolérance au gluten majeure. Et ils ont réussi quand même, ils ont carrément mis, puisqu'elle se servait sans arrêt dans les viennoiseries, ils ont mis des vitrines qui fermaient à clé. d'accord, Quand on était à 3 semaines de régime, ben, le père s'est pas réveillé à 4 heures du matin pour aller faire son pain, il s'est réveillé à 9 heures du matin. Parce que la gosse avait dormi, il les avait pas réveillés. ouh, d'accord, d'accord, Voilà. Et en fait, il a changé de métier pour qu'elle ait plus accès au gluten, pour pouvoir la contrôler. Et ça a d'accord, été plus que frappant. C'était une agitation, une agressivité. Moi, je l'ai vu se jeter sur sa mère, lui tirer les cheveux. Le père était obligé de. C'est, et sont arrivés en pleurant, en disant, vous avez sauvé notre fille. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il me dit, ben,
Hier, quoi, elle a dormi 12 heures. Moi, je me suis pas réveillé parce qu'elle me réveillait toutes les nuits à 4 heures du matin. Je savais que j'avais pas besoin de mon réveil matin. Conclusion, la boulangerie était fermée, j'ai pas fait de pain. D'accord. Eh bien, c'est bien, c'est C'est bien. impactant. C'est impactant. Oui. Ça reste, moi, j'en ai encore le souvenir comme si c'était hier, hein. La petite Elisabeth, elle est arrivée dans mon cabinet, elle s'est assise, elle m'a souri, elle m'a regardé dans les yeux. Ben, tu te dis, tu as fait quelque chose. Oui, oui, bravo, bravo. Alors, quand on a problème au niveau des neurotransmetteurs tels que sérotonine, dopamine, est-ce que la digestion, elle peut devenir compliquée au point de provoquer de la douleur quand les aliments descendent dans... Non, c'est l'inflammation qui provoque la douleur. C'est l'inflammation. C'est D'accord. l'inflammation qui est transmise au travers du mésentère sur les nerfs postérieurs vers la colonne. Mais ce que je vous ai dit, quand vous cherchez la dermalgie, vous avez la dermalgie, prenez, vous appuyez tout doucement sur la zone correspondant à l'appendice, où en général on a l'appendice, où on opère les enfants de l'appendice. Les enfants rétractent souvent la jambe comme s'ils avaient une crise d'appendicite, alors qu'ils n'ont Mhm. pas de fièvre, ils n'ont rien. Qui veut dire qu'il y a une inflammation. C'est cette inflammation qui provoque la douleur. C'est cette inflammation qui provoque la douleur. D'accord. Vous prenez des petits cabobos ici, ils disent rien à gauche, ils disent rien à droite, ah, et ils veulent plus que vous Mhm. les touchiez. Mhm. Et quand ils reviennent, que ça va mieux, le contact est permis. Est-ce que je peux te toucher le ventre parce que l'autre fois tu avais mal, je veux voir, mais je te fais pas. En général, c'est oui. Et on arrive à les examiner, il n'y a plus de douleur. Donc là, on sait que ça a fonctionné, qu'on a gagné. Ah, très bien, très bien. Donc l'inflammation même, euh, développée par un bon nombre d'autistes, hein, suivant ce que je vois dans mes recherches, hein, c'est commun chez eux, Moi, moi c'est 80%. 80%. Ça veut dire que 80 un bon nombre d'enfants souffrent en silence. Oui, ils ne savent pas exprimer la douleur. Ils ne Ils peuvent savent le pas exprimer. manifester en se prostrant ou en étant agressif. D'accord, d'accord. Voilà. Donc ces comportements qu'on ne comprend pas, cette agressivité qui vient de... Oui, mais qui sont décrits dans la médecine de la douleur, hein. Mhm, Chez un enfant qui ne peut pas exprimer, qui n'a pas les mots pour exprimer sa douleur, soit il se prostre pour tenter de trouver une posture antalgique, soit il n'arrête pas pour qu'on essaie de lui faire quelque chose pour lui. mhm. D'accord, Ce sont les d'accord. deux attitudes quand on ne peut pas verbaliser. Mhm. Docteur, en ce qui concerne les métaux lourds, ça fait partie des éléments pathogènes que les autistes ont en commun suivant mes recherches. Quels sont, en France, vous m'avez dit, c'est plus le mercure et puis Mercure, aluminium, oui. l'aluminium. En Guadeloupe, on a trouvé, parmi des enfants qu'on a analysés, c'était l'antimoine. Il y a eu un troisième encore qui a montré l'antimoine. Comment peut-on se débarrasser des métaux lourds, particulièrement quand ça atteint le cerveau, puisqu'on a vu que dans le cerveau, dans les tissus d'autistes décédés, on a trouvé de l'aluminium dans le cerveau. On en trouve dans le cerveau des Alzheimer. En France, il y a une intoxication au cadmium qui vient d'être détectée. Il y a des régions, on dit à tout le monde de faire attention, hein. Il y a très peu il y a quelques jours, j'ai vu passer ça. Ben, il y a toutes les méthodes de détox classiques, en général en utilisant des algues et ensuite en utilisant du Quinton pour laver la matrice extracellulaire, hein, pour pouvoir. Vous savez, Quinton avait montré à l'époque, je parle du plasma de Quinton quand il était injectable, que le plasma de Quinton faisait éliminer 2 fois plus de substances lourdes et de particules par les reins que le sérum physiologique, hein. Donc on a un draineur naturel qui a exactement la même composition que le sang. D'accord. Donc, Il faut bien juste, voir qu'à l'époque, quand on maîtrisait pas la transfusion sanguine, quand on n'avait pas d'antibiotiques, on sauvait les gens en leur injectant du plasma de Quinton, c'est-à-dire de l'eau de mer. Et c'est une eau de mer qui subit un traitement spécial. C'est prélevé à 80 km des côtes, dans un vortex, c'est-à-dire dans un tourbillon marin à 30 mètres de profondeur, entre 20 et 30 mètres, où il y a le zooplancton, c'est-à-dire le plancton végétal qui a digéré l'eau de mer, et c'est cette eau qui est digérée qui devient assimilable.
Les ions D'accord, deviennent organiques. d'accord. Et c'est ce que vous appelez, c'est une biodisponible? Ils sont biodisponibles parce qu'ils sont passés par le végétal. D'accord. Et quand les minéraux ne sont pas passés par les végétaux, est-ce Ben, qu'on peut déjà, toujours... ils sont très mal absorbés. Quand vous prenez des gélules de magnésium, c'est 2%. Une solution de magnésium, c'est maximum 20%. Et ensuite, ça rentre dans les cellules en utilisant des ligands qui trompent la cellule. C'est pour ça que le magnésium souvent provoque des diarrhées, parce que la cellule ne sait pas quoi en faire. Il est rentré, elle ne sait pas le traiter. Il n'est pas biodisponible. D'accord, d'accord. Donc, on est aux préconisations, hein. Alors, vous avez parlé de l'eau isotonique et on a aussi l'hypertonique. Oui, l'hypertonique, c'est 33 pour 1000, 33 pour 1000 en concentration de minéraux et de matière organique aussi. Il y a 300 mg de matière organique par litre d'eau de mer. Et le plasma de Quinton ou l'isotonique, c'est 9 pour 1000, hein, c'est comme le sang. D'accord. Et Alors, on a une composition pratiquement analogue. Il y a des petites différences sur le magnésium et sur le potassium, mais il y a moins de sodium dans l'eau de mer que dans le sang. Il y a très peu de différence. d'accord. Est-ce que l'eau de Quinton, vous l'avez utilisée quand vous avez pris en charge ces enfants autistes? Absolument, il faut tous les reminéraliser. Il faut avec le quinton isotonique ou plasma de quinton, il faut les drainer et avec l'hypertonique leur apporter ce qu'il faut. S'il vous manque un seul minéral, la totalité des vitamines ne sont pas absorbées. D'accord. Alors, docteur, moi, je vais en pharmacie, dans les magasins bio, je vois beaucoup d'eau, je vois des eaux, des différentes marques d'eau de Quinton. Il y a le seul qui est autorisé à utiliser le nom de Quinton, c'est le laboratoire Quinton International qui est distribué en Guadeloupe d'ailleurs, hein, en pharmacie. Le distributeur c'est AB Pharma et c'est fabriqué à Alicante où il y a le laboratoire officiel de Canton. Le reste, ce sont des copies qui sont chauffées. D'accord. Et Alors, je, même quand on vous dit c'est stérilisation à froid, on ne sait pas d'où vient l'eau de mer, on sait pas d'où comment ça a été traité, alors que si vous voulez, nous, on est actuellement distribué au Japon, aux États-Unis depuis des années. On fait plus de 100 analyses. Vous vous rendez compte que depuis Fukushima, on analyse même la radioactivité dans les prélèvements qu'on fait. Les microplastiques, ça fait 11 ans qu'on le fait. d'accord. Alors, je rappelle aux personnes qui écoutent que docteur Payas est le directeur scientifique des laboratoires Quinton qui se trouvent en Espagne. Et ce sont docteurs comme les vrais laboratoires Quinton. Absolument. Voilà. Donc, en général, en fait, ce sont, voilà, les deux boîtes qui La correspondent. les descendants de Canton sont dans le laboratoire. D'accord. Et ce sont les produits, les eaux de Quinton qui correspondent aux eaux de vos laboratoires, ce que j'ai mis en ligne. Merci. Voilà. Donc, Ben afin que si les vous pouvez personnes. passer la diapo précédente avec Oui, Pasteur et Canton, parce bien que ça, sûr. Alors, personne. En fait, à l'époque, Canton était aussi célèbre et plus célèbre que Pasteur, et les travaux de Pasteur nous apportent une conception de la maladie, ceux de René Quinton nous apportent une conception de la santé. Voilà. Quinton était un critique littéraire qui un jour a été au Muséum d'histoire naturelle voir le patron du muséum pour lui expliquer comment volaient les oiseaux. Et il l'a convaincu et à partir de là, il lui a laissé mener ses études qui ont montré l'analogie entre l'eau de mer ramenée à une concentration de 9 pour 1000. L'eau de mer océanique était à 33 pour 1000. Et à partir de là, il a commencé à appliquer des gens. Et quand Quinton est décédé, il y a eu des funérailles nationales où il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues pleurer parce qu'il avait sauvé leur enfant. Moi, j'ai une cousine de ma femme qui était sauvée par les injections de Quinton après la guerre. Et quand j'ai d'accord. fait une émission avec Marc Menant, le 4, je me rappelle, le 4 août 2004, 4-8-2-4, je me rappelle bien, à Europe 1, au bout d'un quart d'heure, il me dit qu'est-ce que c'est les bébés Quinton? Je lui ai expliqué.
Il me dit, il y a le standard qui a sauté, vous avez battu le record de l'émission qui se termine à la fin du mois après plusieurs années. On a dépassé les 5 millions d'auditeurs. D'accord, Donc, c'est vous dire que c'est encore présent dans la chair de personnes qui ont 70-80 ans qui ont été sauvées grâce à ça. d'accord. D'accord. Alors, au niveau des problèmes, j'écoute parce que j'ai lu un peu sur ce qu'il faisait et j'ai vu qu'il traitait aussi les problèmes gastro-intestinaux. Absolument. Il y a eu une publication sur la dyspepsie, etc. D'accord. Et est-ce que quand il s'agit des problèmes d'inflammation cérébrale, est-ce que ça a un impact ou bien... Ah, si vous voulez, j'avance un peu pour expliquer. Donc, une préconisation, se protéger des champs électromagnétiques. Le seul produit au monde, ce sont les CMO, c'est-à-dire les euh, compensateurs magnétiques d'oscillation, dont je suis directeur scientifique depuis plus de 20 ans, qui est la seule entreprise qui est autorisée de publicité par la direction des fraudes en France, pardon, par l'Agence française de sécurité sanitaire, et qui a 18 études validées, publiées par des équipes internationales montrant que ça a fonctionné. Nous sommes les seuls dans le monde. Donc, ce sont des systèmes qui sont des systèmes passifs et qui empêchent que les ondes modifient vos attaques. Mhm. Ça se comporte un peu comme une bulle de protection que vous avez autour de vous. Alors, il y a des systèmes qu'on met dans les maisons qui sont des pyramides, des cônes, et qui, suivant la surface, vous avez des systèmes de porte-clés. Moi, j'en ai toujours un sur moi quand je sors de chez moi, qui vous protège des ondes. Et il y a des systèmes que l'on met sur le téléphone, qu'on met sur le téléphone, qu'on colle sur le téléphone et sur les écrans. Et avec ça, D'accord, vous êtes tranquille. d'accord. Donc, Al- déjà, on bouche le trou du tonneau. Après, on peut faire le reste. D'accord. Alors, Donc, concernant ensuite, il faut donner de la vitamine D3 parce que c'est l'élément capital pour se faire cicatriser la barrière hémato-encéphalique et des oméga 3. Alors moi, si ça vous intéresse, je vous enverrai le papier. J'ai publié en 2009 dans la revue Phytothérapie un article sur l'huile de Périlla, qui est le précurseur des oméga 3. Et l'huile de Périlla a 65% d'oméga 3. Et donc, cet acide alpha-linolénique est concentré dans la rétine et dans le cerveau. C'est les endroits où il y en a le plus. Et c'est une façon de réparer les membranes cellulaires. Donc, je donne la vitamine D3 et ça pour faire de la réparation. Après avoir Mhm. coupé le facteur qui est déclenchant, qui sont les ondes électromagnétiques. D'accord. Ensuite, Alors, pardon, oui, allez-y. je voulais juste dire quelque chose concernant ces produits-là, les produits pour se protéger des champs électromagnétiques. Je mettrai le lien en ligne Oui, de CEM Vivant, bien sûr, voilà, de ces, qui est le euh, distributeur historique depuis 25 ans en France, oui. voilà, je mettrai le lien dans la description et en commentaire. Et aussi pour les personnes qui commanderaient dans les 30 premiers jours après la diffusion, mais ces personnes auront un pourcentage de réduction, 10% si mes souvenirs sont exacts. D'accord? Donc, je mettrai le lien. Vous pouvez Voilà, mais continuer. si vous voulez, franchement, c'est le seul. Moi, ça a été le produit qui m'a sauvé mon hypersensibilité électrique, hein. Et D'accord. donc, un jour, je suis parti sans mon système de protection à Madrid faire une conférence. J'étais dans un très grand hôtel au centre-ville où devait avoir lieu la conférence. Il y avait 3 répétiteurs de Wi-Fi dans le couloir. Je n'ai pas dormi. J'avais l'impression d'être dans une poêle à frire. Oui, tu m'avais raconté. Oui. 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 C'est insupportable. Oui. C'est insupportable quand on est protégé. D'accord. Ensuite, la notion d'encrassement, c'était là ce que disait signaler. C'est ce qui bloquait un petit peu les résultats avec le régime, le traitement de la dysbiose, etc. Il faut avec la matrice extracellulaire, on a parlé, plasma de Quinton, pour empêcher les résidus. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on a traité une dysbiose, il faut nettoyer le foie. Et là, Mhm. vous avez un produit extraordinaire qui s'appelle le Desmopar en solution concentrée fort. Le Mhm. Desmopar, c'est une préparation faite à partir d'une plante de Desmodium, mais c'est la
préparation originale qu'a ramené le docteur Tuberi du Cameroun, où en fait lui voyait déjà des cancers ou des hépatites qui étaient liées à la consommation d'arachides, qui avaient fermenté, et il n'arrivait pas à les soigner alors que les sorciers du coin arrivaient à les soigner. Et en fait, quand ils ont vu qu'ils cherchaient à comprendre et pas à gagner du fric avec ça, ils lui ont expliqué comment préparer ça. Et moi, je sais que je fais une cure 2 fois par an, hein, pour nettoyer le foie, hein. Ça marche très bien sur le foie gras non alcoolique, ça marche. J'ai traité des gens, j'ai traité des gens qui étaient ictériques, qui a été plus jaunes que votre robe là. En une semaine, il n'y avait plus D'accord. rien. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà. D'accord. D'accord. Euh, Et ce qui est capital, je me répète, c'est l'exclusion alimentaire, hein. S'il y a un poison, vous ne consommez pas un peu de poison, on ne fait pas de la mitridisation. C'est l'exclusion totale, hein. Et sinon, on reconsomme et là, c'est l'explosion quand on s'est détoxiqué. d'accord. Et Alors, donc, il y a deux produits auxquels j'ai participé pour la mise au point qui sont le Suprastin et le Ciner Life, qui sont, euh, qui sont des produits. Donc, il y a 16 souches bactériennes que nous avons choisies avec soin. On a analysé toutes les souches pendant des mois et des mois avant de savoir celle qu'il fallait sur. Il y a des gens qui vendent 50 souches, mais c'est du n'importe quoi. Donner une souche, je ne suis pas d'accord. Il faut donner la possibilité à votre microbiote de choisir qui doit choisir son équilibre. Donc on a 16 souches qui sont là et qui fonctionnent très bien depuis plus d'une dizaine d'années. Et le suprastin a tout ce qu'il faut pour réparer la barrière intestinale. Donc là aussi, d'accord. vous pourrez donner le lien pour ça. Et moi, ça fait 10 ans que que j'ai aidé à mettre ces produits au point. Et je ne rejette, je regretterai, je rejette rien. Tous les gens qui les ont utilisés m'ont dit merci. D'accord. Ce sera fait. On mettra en ligne l'adresse du site Alors, également. la Péria par période est difficile à obtenir. On en trouve sur Amazon. Il y a un laboratoire en France qui en vend. Il y a un Mhm. laboratoire, je ne sais plus si c'est allemand ou belge, qui s'appelle BeLife aussi qui en vend. Il faut prendre 1 gramme d'huile de Péria par jour. Je vous enverrai D'accord. l'étude de phytothérapie. Vous verrez, ça a énormément de propriétés. Merci à l'avance. Donc ça, cette huile-là, c'est pour, alors, en d'autres mots, inflammation cérébrale? Ça répare les membranes et ça diminue l'inflammation cérébrale. Vous savez, Cérébrale. D'accord. en Europe et aux États-Unis, on mesure le cholestérol pour savoir quel est le risque cardiovasculaire. Les Japonais, depuis des années, depuis 50 ans, ne mesurent pas du tout ça. Eux, ils mesurent le rapport oméga 3 sur oméga 6 dans la paroi des globules rouges. Et quand on a mesuré ça, on voit le risque que l'on a. D'accord. Et c'est plus fiable que le dosage du cholestérol, surtout que le mauvais cholestérol que nous ont vendu les cardiologues depuis plus de 30 ans, on sait aujourd'hui que plus on a de mauvais cholestérol, quand on vieillit, moins de chances d'avoir un Alzheimer. D'accord. D'accord. OK. Alors, je voudrais parce qu'on a parlé, je reviens sur l'eau de Quinton, on a parlé d'eau de Quinton. Docteur Paya, on a beaucoup d'eau en Guadeloupe. Alors, certains parents pourraient se dire, ben, je peux emmener mon enfant à la mer et puis ben, je vais au large, je lui donne une bonne petite cuillère et puis Oui, c'est bon. Qu'en mais pensez-vous? je vous ai expliqué, on ne peut avoir de l'eau que de l'eau qui a été digérée déjà par du plancton végétal, parce que c'est ce qui permet de, de savoir que les gens vont être biodisponibles. D'accord, Alors que si boire de l'eau de mer, on a un risque d'intoxication rénale si on en boit trop. Parce que c'est pas biodisponible, c'est une surcharge rénale. En d'accord, plus, on a la certitude, il y a 100 analyses qui sont faites avant d'utiliser l'eau. Quand on a fini de préparer les ampoules, elles sont mises en quarantaine et il y a une centaine d'analyses qui sont faites à nouveau chez nous, chez Quinton, mais aussi dans des laboratoires agréés par le ministère de la Santé avant que la quarantaine soit libérée. C'est-à-dire qu'il y a 200 analyses qui sont faites, ça avant, ça après, avant que le produit soit utilisé.
D'accord. Donc, c'est un processus très minutieux, très Ouais, méticuleux. les gens travaillent en scaphandre puisqu'il y a une microfiltration à froid. Les gens travaillent en scaphandre dans une atmosphère pressurisée de classe A, c'est-à-dire un laboratoire bactériologique. Alors, je voudrais Parce que juste si vous vous dire. chauffez l'eau de mer à plus de D'accord. 44,5 degrés, elle devient toxique. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose d'important à rajouter? Oui, je dirais que l'alimentation, c'est la première médecine, c'est capital. C'est pas Mhm, la troisième médecine, comme avait dit Seignarelli, mais il n'avait pas osé changer le titre. mhm. Et protégeons-nous de notre environnement qui est de plus en plus pollué. Voilà. D'accord. Vous avez Et un ça, certain nombre. on Allez-y. résoudra pas simplement les problèmes d'autisme, on résoudra les problèmes de très très nombreuses maladies. D'accord. Merci. Vous avez des ouvrages, docteur Paya, lequel J'ai un ouvrage qui a recommanderiez-vous? été épuisé. En fait, j'ai écrit un Mhm. ouvrage qui m'a pris 3 ans de recherche bibliographique sur les carences nutritionnelles liées à la prise de médicaments. Et la première édition a disparu en 4 mois. Ce sont les naturopathes en France qui sont jetés dessus parce que ça leur expliquait pourquoi les gens avaient des problèmes. D'accord. Eh bien. Je vous ai donné Alors, une clé. Une femme qui prend la pilule devrait se complémenter parce qu'elle a un déficit de 9 vitamines et minéraux essentiels à cause de la pilule. Elle devrait se complémenter avant de faire un bébé. oui, d'accord. Super. Alors, pour terminer notre émission, parce on arrive à la fin, auriez-vous un message d'espoir pour les parents et professionnels d'enfants autistes? Oui, dans la mesure, au vu de mes résultats, et c'est pas une grande série, mais quand on voit que j'ai récupéré pratiquement, amélioré 70% des enfants avec des mesures simples, je pense que ça vaut le coup d'être essayé. D'accord. D'accord. J'ai Merci. jamais prétendu guérir un malade, mais dans ce cas-là, je les ai bien améliorés. Les maladies auto-immunes, j'en ai blanchi certaines, j'ai jamais prétendu les guérir parce que l'exemple de mon patient qui a été manger une pizza aux 4 fromages, qui s'est retrouvé dans un lit pendant 3 mois à cause de sa pizza et sa polyarthrite rhumatoïde, ça me laisse toujours. Je ne suis qu'un élément et la prise en charge est essentielle au niveau du malade et de la famille. Super. Bien, ce sera le mot de la fin, docteur Paya. Merci et à une prochaine. À une prochaine. Docteur Paya, mahalo d'avoir accepté mon invitation. Mahalo pour ces pépites d'or d'informations que vous avez bien voulu partager avec nous. L'autisme autrement pour ceux qui sont prêts à faire la différence. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Enrichi, met en lumière les défauts potentiels des perspectives sur l'autisme. Un savoir qui peut potentiellement vous aider à faire évoluer votre perspective de l'autisme hors des sentiers battus. Et plus encore, car vous êtes prêts et disposés, votre présence n'est pas un hasard, mais simplement un témoignage que vous êtes prêts à regarder au-delà de cette barrière également appelée autisme. Vous êtes prêts, vous qui nous avez rejoints. Vous êtes prêts à aller dans les profondeurs de l'iceberg. Quel autisme. Vous êtes prêts pour ce voyage hors du familier. Vous êtes prêts à vous asseoir et à nous écouter attentivement. Vous êtes prêts à nourrir votre esprit avec des aliments sains et délicieux. Vous êtes prêts à nous rejoindre dans ce beau voyage afin que l'autisme, vu autrement, se manifeste de plus en plus. Vous qui m'avez rejoint, êtes prêts à aller dans les profondeurs de l'iceberg. Quel outil.